Si vous voulez, on a un peu l'impression, après une année 2012 qui a été excessivement agitée au Mali, et une année 2013 qui a également donné lieu à beaucoup de problèmes, qu'on commence cette année 2014 dans un contexte de normalisation. C'est un peu, cette impression est normale. Je dirais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Mali. En particulier, il y a eu des élections présidentielles, législatives, etc., qui ont porté au pouvoir un homme que je connais très peu, mais enfin, qui est respecté de beaucoup et qui semble avoir l'autorité pour restaurer, je dirais, l'ordre dans ce pays. Alors, en termes de sécurité, la sécurité a l'air d'être restaurée à peu près partout, sauf évidemment dans la région de Kidal. Enfin, il y a des personnes qui parleront de ça beaucoup mieux que moi. Mais sur ce plan-là, si vous voulez, l'impression que donne la situation au Mali me rappelle, toute proportion gardée, l'impression que j'avais en 2002 à Kaboul. C'est-à-dire que, bon, une espèce d'euphorie, là, les choses sont en train de s'arranger. Le plus dur est vraiment passé et les choses vont rentrer dans l'ordre tout à fait normal. Alors, si vous voulez, je ne voudrais pas m'étendre trop sur le cas de l'Afghanistan, mais néanmoins, je pense qu'il est intéressant quand même de tirer un certain nombre de leçons sur ce qui s'est passé. Je veux dire, cette autre région, qui est une région évidemment bien différente du Sahel, au plan géographique, au plan culturel. Et je voudrais quand même rappeler un certain nombre de points qui, pour moi, sont tout à fait frappants sur des similitudes entre, je dirais, le Sahel, particulièrement le nord du Sahel, et puis l'Afghanistan, où je vais très régulièrement depuis l'année 2002. Alors, il y a en fin de compte, effectivement, des caractéristiques qui sont inquiétantes, et des similitudes qui sont inquiétantes. La première qui me frappe beaucoup, c'est que quand on regarde toutes les régions périphériques au niveau du Sahel et également en Afghanistan, dès qu'on sort un peu des grands axes, eh bien, l'État est absent. L'administration territoriale pratiquement disparue. La gendarmerie, on n'en parle pas. Et puis alors, la justice est totalement inexistante. Ça, c'est un premier point de similitude qui me frappe. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est que quand on regarde les taux de croissance de la démographie en Afghanistan et au Sahel, ce sont les mêmes, entre 3 et 3,2%. Et ça, c'est un point d'autant plus important que, je dirais, les régions rurales de ces pays ont fait l'objet d'un désintérêt en termes d'investissement public et privé en matière agricole. Et donc, on a une population qui, en gros, double tous les 20 ans sur des territoires dans lesquels il n'y a pas eu d'amélioration significative de la productivité agricole. C'est un deuxième point qui est évidemment très inquiétant. Le troisième point, c'est que agriculture et puis élevage, particulièrement au Sahel, ayant été fragilisés par des sécheresses successives, eh bien, on a, si vous voulez, un problème de chômage qui a pris des proportions assez inquiétantes. Et la relance économique dans ce contexte-là, dans les zones qui ont été récemment sécurisées, que ce soit, je dirais, dans le nord du Mali, mais que ce soit également dans les régions sécurisées ou récemment sécurisées avant le départ des troupes occidentales en Afghanistan, pose problème. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est que cette dégradation environnementale qui est liée à la pression démographique dans un contexte où on n'a pas investi sérieusement dans l'agriculture, eh bien, ça crée des tensions qui deviennent très sérieuses entre des groupes ethniques qui, jusque-là, vivaient en relativement bonne entente. Et puis, dans un contexte de ce genre-là, on voit bien qu'avec le niveau de chômage, l'absence de perspective de développement agricole, faute d'investissement, eh bien, les jeunes n'ont vraiment pas de perspective d'emploi. Et que finalement, les meilleures espérances qu'ils peuvent avoir, c'est plutôt de s'insérer dans les trafics multiples qui fleurissent dans toutes ces régions où, je dirais, l'État est absent. Alors, si l'on tire un peu les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan pour les appliquer au cas du Mali, toutes les proportions gardées encore une fois, parce qu'on est dans des milieux culturels et géographiques très différents, eh bien, il semble assez clair qu'après la phase d'intervention militaire assez lourde qui vient de s'achever, eh bien, il est temps de passer maintenant à s'occuper très sérieusement des problèmes de développement. Parce que, manifestement, il n'y aura pas de paix et de sécurité durable au Mali sans développement, mais de même, il n'y aura pas de développement sans paix et sans sécurité. Donc on est vraiment dans un contexte où les deux choses s'articulent.
Et si l'on veut essayer de maintenir la sécurité qui a été acquise dans la plupart du pays, je crois qu'il y a deux priorités qui me paraissent revêtir une urgence toute particulière. La première, c'est que tous ces jeunes qui sont sans emploi, désœuvrés, etc., il faut leur trouver du boulot au plus vite. Ça va passer par des politiques d'emploi, je dirais, de travaux à haute intensité de main-d'œuvre et de relance de l'agriculture, parce que sans ça, ils vont évidemment être tentés de rejoindre les réseaux de trafiquants de tout poil. Et deuxièmement, comme le premier employeur dans toutes ces régions, c'est quand même l'agriculture, l'économie rurale, il importe de relancer l'économie rurale au plus rapidement, et c'est quelque chose de très très important. Alors dans ce contexte-là, je dirais, l'aide internationale peut jouer un rôle très important. Pourquoi? Parce que les ressources fiscales du Mali sont ce qu'elles sont, et quand on regarde les volumes d'investissement public qu'il va falloir conduire dans le secteur rural, en partie dans toutes les zones nord, pour arriver à réhabiliter le milieu naturel, eh bien c'est hors de portée, je dirais, des ressources nationales maliennes. Alors dans ce contexte-là, en matière de mobilisation d'aide internationale, ce qui est très important, c'est que, et encore c'est une leçon qu'il faut tirer de l'Afghanistan, c'est que ce n'est pas l'agitation médiatique. Les grandes conférences internationales qui comptent, c'est l'argent réel qu'on va parvenir à mobiliser, et pas seulement les annonces de financement dans la presse. Alors c'est d'autant plus important qu'on s'aperçoit historiquement que depuis 20 ans, l'aide internationale a en fait largement délaissé les secteurs qui sont fondamentaux pour, je dirais, la relance de l'activité au Mali, en particulier le secteur rural, qui est complètement oublié des grandes aides internationales depuis les années 70. Et la grande erreur des objectifs du millénaire, c'est d'avoir complètement chanté, complètement oublié le développement agricole. Et puis derrière ça, tout ce qui est petites infrastructures économiques, tout ce qui est soutien à la décentralisation, tout ce qui est soutien au renforcement de l'appareil d'État, ce sont également des domaines qui, il faut le dire, ont été oubliés des bailleurs de fonds, et ceci depuis très longtemps. Alors, il y a donc, je dirais, le Mali est donc confronté à un gigantesque chantier de reconstruction de son appareil régalien. Appareil régalien, on a bien vu l'armée dans quel état elle se trouvait. Il a suivi de quelques centaines de djihadistes pour que l'armée implose littéralement. Alors au-delà de l'armée, il y a une gendarmerie à reconstituer, il y a une administration territoriale, il y a une justice. Derrière ça, il faut que le ministère des Finances fonctionne de façon efficace pour pouvoir assurer le paiement de tout ça. Et puis bien évidemment, toutes les institutions à vocation technique, que ce soit le ministère de l'Agriculture, l'hydraulique, l'énergie, etc., doivent fonctionner de façon satisfaisante. Alors, comme je vous le disais, c'est ce qui est quand même très inquiétant, c'est que l'aide internationale s'est désintéressée de ces secteurs ruraux, développement des institutions qui sont pourtant prioritaires au Mali. Et d'autre part, l'aide internationale a eu des résultats qui sont extrêmement décevants partout où elle est intervenue dans des pays déstructurés, c'est-à-dire où l'appareil d'État n'est plus capable de définir des priorités, de gérer des programmes de développement, etc. lui-même. Quand on regarde le résultat de ces efforts en Haïti, quand on regarde de près le résultat de ces efforts en Afghanistan, où effectivement tout était à reconstruire, eh bien on s'aperçoit que l'aide internationale a apporté une grande pagaille et a plutôt fait partie du problème que de la solution. Donc, si vous voulez, dans ce contexte-là, il est permis quand même d'être un peu inquiet, non seulement sur ce que l'aide internationale va pouvoir faire, mais également des montants qu'elle va pouvoir mobiliser, et puis la façon dont elle va pouvoir intervenir. Alors, la bonne nouvelle au niveau des montants, c'est qu'on a eu une conférence à Bruxelles qui a fait des grandes promesses, 3,2 milliards d'euros, ce qui est pas mal d'argent. Mais l'important, ça va être d'essayer de concrétiser ces promesses en ressources effectives. Et l'expérience prouve que ce n'est pas si facile que ça. On a promis en Afghanistan 50 milliards de dollars en 2002. En fin de compte, quand je fais le compte de ce qui a été effectivement dépensé sur la période 2002-2007, c'est la période où on pouvait vraiment faire des choses en Afghanistan, eh bien, moi, je compte un peu moins de 10 milliards de dollars qui ont été effectivement dépensés de façon efficace. Donc, il y a quand même une déperdition importante entre les grandes promesses et puis l'argent qu'on arrive à mobiliser. Alors, dans tout ce contexte-là, je vous parlais de l'aide internationale de façon générale. Que peut faire l'aide française? Alors, écoutez, il y a quand même un point très important, et je dirais, vous l'avez peut-être discuté justement tout à l'heure de la loi qui est en cours de préparation au niveau de la loi sur le développement et la solidarité, c'est que la France, paradoxalement,
eh bien, ne dispose plus de ressources qui lui permettent d'intervenir dans un pays pauvre assez déstructuré comme le Mali, de ressources bilatérales pour intervenir dans ce type de contexte. En fait, pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que, par suite d'une succession de décisions, ou plutôt de non-décisions, elle a confié l'essentiel de ses ressources d'aide effective, et je reviendrai sur la notion d'aide effective, aux grandes institutions d'aide multilatérales ou communautaires, c'est-à-dire la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, les ressources communautaires comme le Fonds européen de développement, et je dirais que, et puis des fonds sectoriels comme le Fonds de lutte contre le sida, etc., à tel point qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de difficultés à mobiliser le minimum de ressources pour conduire des actions autonomes. Alors, je vais revenir un tout petit peu là-dessus, parce qu'il y a énormément de confusion au plan méthodologique. Alors, je voudrais prendre 2 minutes de votre attention pour expliquer 2-3 concepts qui donnent lieu à beaucoup de confusion. La France, quand on regarde les grandes déclarations publiques de nos hommes politiques, et les encarts dans la presse française se targuent d'être le 4e donateur au plan mondial, avec ce qu'on appelle une aide publique au développement de 10 milliards d'euros par an, ce qui, dans cette période d'étiage budgétaire, est quand même un montant tout à fait colossal. Alors, ces 10 milliards d'euros, le problème, c'est que quand on regarde la composition de ces 10 milliards d'euros, on s'aperçoit qu'il y a là-dedans quantité d'éléments qui sont en fait des coûts supportés par la France et qui sont imputés au concept d'aide publique au développement. Et on s'aperçoit que l'aide publique au développement, qui correspond à une définition très précise qui a été faite par l'OCDE il y a une trentaine d'années, c'est un agrégat de coûts qui sont des coûts extrêmement disparates et qu'on ajoute des choux, des navets et des carottes pour faire une drôle de soupe. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces 10 milliards? On trouve en particulier les frais encourus par la France pour assurer la scolarité des étudiants étrangers. Et ça explique qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine est un des grands bénéficiaires de l'aide publique au développement française, ce qui est quand même paradoxal. Bon, mais parce qu'il y a énormément d'étudiants chinois en France qui bénéficient de ces soutiens. Ensuite, on trouve des coûts administratifs, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que plus on est inefficace dans la gestion de l'aide, en gros, plus notre aide publique au développement augmente. C'est quand même assez paradoxal. Ensuite, on trouve le coût des annulations de dette. Alors ça, c'est un point très important, parce que ces annulations de dette, c'est l'annulation de dette qu'on a fait à des pays comme autrefois l'Irak, le Nigeria, pour réaliser des choses qui n'ont rien à voir avec le développement. Vous vous doutez bien qu'en Irak, les prêts qu'on a fait à l'Irak, ce n'était pas pour le développement de l'Irak, c'était pour vendre notre camelote habituelle. Bon. Donc l'annulation de tout ça, ça rentre en aide publique au développement. Et puis, si on nous nommait différentes rubriques, je ne vais pas vous lasser avec ça, qui sont également un peu saugrenues, eh bien, on trouve un montant qui est très important, qui correspond aux prêts concessionnels qui sont faits, en particulier par l'Agence française de développement, aux différents pays en développement. Alors, je vais revenir sur ce point-là, parce que c'est un point important. Si vous voulez, ces points sont importants parce que ces montants d'aide qui apparaissent sous forme de... je dirais, là je parle de l'aide bilatérale sous forme de prêt, eh bien, il est quasiment impossible, en tout cas très difficile, à une institution comme l'Agence française de développement, de faire des prêts à des pays très pauvres, qui sortent de difficultés, de conflits, comme le cas du Mali. L'Agence française de développement, c'est une banque de développement et elle va prêter à des gens qui peuvent la rembourser. Donc, en fin de compte, les choix historiques de la France, qui a confié ses ressources, d'une part, aux grandes agences internationales, la Banque mondiale, etc., dont je vous parlais, et d'autre part à l'Agence française de développement pour faire du prêt, eh bien ça a, je dirais, une incidence immédiate, c'est qu'en termes de ressources bilatérales qu'on contrôle nous-mêmes, eh bien on ne dispose que des ressources de l'Agence française de développement qui ne peuvent pas, je dirais, intéresser des pays pauvres comme les pays sahéliens, et tout particulièrement pour faire du développement rural qui n'a pas de rentabilité financière directe. Alors, nos financiers, chez nous, sont très contents de cette formule. Ils sont très contents de cette formule parce que leur objectif est beaucoup plus d'afficher des chiffres importants d'aide publique au développement que d'avoir des résultats réels sur le concret, sur le terrain. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on met de subventions à l'Agence française de développement pour faire des prêts dits concessionnels, c'est-à-dire des prêts moins coûteux que des prêts au taux du marché, eh bien, par un mécanisme d'effet de levier, on produit pratiquement 10 à 12
fois plus d'aide publique au développement. Autrement dit, je dirais, on arrive à gonfler les chiffres d'aide publique au développement en favorisant l'instrument prêt au détriment de l'instrument subvention. Je ne sais pas si mon explication a été très claire. Enfin, en gros, si vous mettez 1 euro de subvention en bilatéral, ça vous fait 1 euro d'aide publique au développement. Si vous confiez 7 euros ce même euro à l'Agence française de développement pour faire des prêts dans les pays en voie de développement, vous allez créer 10 à 12 euros d'aide publique au développement. Donc c'est quand même très intéressant pour gonfler notre chiffre en ce domaine. Alors, si notre aide publique au développement est 10 milliards d'euros, qu'on se rassure au niveau de nos contribuables, en fait, le budget que la France consacre effectivement à sa mission aide publique au développement, ce n'est pas 10 milliards d'euros, c'est un peu moins de 3 milliards. C'est déjà beaucoup, mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Et on s'aperçoit que sur ces 3 milliards, je reviens encore, eh bien, il y en a 1,7 qui sont attribués aux organismes multilatéraux, dont je parlais tout à l'heure. Donc vous allez me dire, il reste quand même 1,2, 1,3 milliards, c'est quand même pas négligeable. Le problème, c'est que, je dirais, dans ce 1,2, 1,3 milliards d'aide bilatérale, je veux dire d'efforts budgétaires, encore une fois, on va retrouver tous les coûts et tous les habillages dont je vous parlais tout à l'heure, les annulations de dettes, les frais des étudiants étrangers, etc. Et que, in fine, quand on regarde, je dirais, ce qui est disponible pour, je dirais, une aide effective dans les pays les plus pauvres, comme le Mali, comme le Niger, etc., pour réaliser des projets concrets, eh bien, on a en fait, en tout et pour tout, 200 millions d'euros. Hein, et que comme on s'intéresse à une vingtaine de pays différents, vous faites le total, ça fait en gros 10 millions d'euros pour chacun des pays concernés. Alors, cette faiblesse-là, elle a de graves conséquences tout à fait néfastes pour l'efficacité de notre aide publique au développement. La première, c'est que quand on a 10 millions d'euros à dépenser chaque année sur un pays comme le Mali ou comme le Niger, hein, où il y a quand même des besoins fantastiques, bon, on ne peut guère faire que des petites actions à caractère symbolique. On n'a aucun impact sur, je dirais, l'économie rurale de pays de ce genre-là. Rien, aucun impact. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on se prive par la même de ce qui fait la force d'autres donateurs bilatéraux, parce qu'on est les seuls au monde à avoir ce type de répartition de notre aide, entre multilatéral, bilatéral, et puis, je dirais, dans notre aide bilatérale, avoir tant de trucs qui correspondent à aucune aide effective. On se prive de quoi? On se prive de l'effet de levier qui permettrait d'amener les grands multilatéraux sur les pays et sur les objectifs qui nous paraissent judicieux et intéressants. Autrement dit, quand on met 10 millions d'euros sur un pays comme le Mali tous les ans, on ne peut même pas s'asseoir à la table où se discutent les allocations budgétaires de l'aide internationale multilatérale. Or, celle-ci se chiffre non pas en quelques millions d'euros, mais en pourcentage du PIB de ces pays. C'est-à-dire ça porte sur parfois 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de dollars. Bon. Et donc le fait qu'on soit absent, je dirais, de la table de négociation, ça fait qu'on ne peut même pas orienter, guider l'aide multilatérale vers les pays, vers les projets, vers les thématiques qui nous paraissent fondamentales. Et ça, c'est la grosse différence entre les Britanniques et les Français. Les British, qui ont un souci d'efficacité en matière d'aide publique au développement, eh bien, ils mettent leur aide bilatérale en subvention de façon assez massive sur les pays de leur choix, sur les thématiques qui les intéressent. Et puis, ils mettent 20 sur la table. Et en mettant 20 sur la table, ils attirent les organismes multilatéraux. Ils les attirent, ils les obligent à faire ce qui leur paraît intéressant. C'est là la grosse différence en termes d'efficacité entre les Britanniques, qui ont compris que l'aide internationale, c'était un instrument très utile de stabilisation, c'est un instrument de politique étrangère, et c'est un instrument qui peut être extrêmement efficace. Et puis l'aide française, où on se dit qu'on a l'impression que l'aide, c'est une charité générale, et puis plus on peut gonfler artificiellement notre chiffre statistique, c'est ça, mieux on se porte. Alors je vais vous donner quand même un exemple chiffré, je m'excuse, mais je suis allé rechercher le montant de notre aide publique effective bilatérale en subvention qui a été consacrée au développement rural dans les 5 pays sahéliens, hein, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina, Tchad et Mauritanie. Écoutez, j'arrive à un chiffre qui est quand même assez colossal,
puisque c'est 15 millions d'euros en moyenne par an pour ces 5 pays. Ça veut dire 1,5 millième de l'APD dont on se glorifie de 10 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'on est dans, je dirais, dans des ordres de grandeur qui sont ridicules. Et ça explique le fait que très peu a été investi dans le domaine du développement rural dans ces régions-là, parce que comme les grands multilatéraux s'étaient désintéressés du développement rural depuis 25-30 ans, comme la France n'a pas eu les ressources pour les attirer dans ce secteur-là depuis 15 ans, eh bien pratiquement rien ne s'y est fait. Et ça explique en particulier l'état calamiteux dans lequel se trouve le ministère de l'Agriculture malien. Alors, si vous voulez, je ne veux pas devenir trop dessus, mais je voudrais quand même expliquer que un échec de l'aide internationale au Mali, avec les besoins de financement qui sont actuellement présents, en particulier dans le développement rural, mais également en matière de reconstruction des institutions, eh bien, un échec de l'aide internationale serait aussi néfaste à la stabilisation du Mali que l'échec, et je pèse bien mes mots, l'échec de l'aide internationale en Afghanistan a contribué à la pagaille et à la situation dramatique dans laquelle se trouve ce pays aujourd'hui. Alors, mon inquiétude, mon angoisse qui a fait qu'avec Olivier Lafourcade, un vieil ami comme moi, un ancien directeur opération de la Banque mondiale, nous avons produit ce papier de l'IRIS qui est disponible ici, dans lequel nous attirons l'attention des autorités françaises sur le fait que confier nos ressources, parce que tous les ans, on confie quand même 1,7 milliard d'euros aux organisations d'aide internationale. Ce n'est pas négligeable. Bon. Et effectivement, on leur confie ça avec quelques petites conditions. On leur dit qu'il faudrait quand même vous intéresser à l'Afrique, globalement. Il faudrait quand même vous intéresser à la pauvreté dans le monde, etc. Mais on ne va pas leur dire faites du développement rural dans le nord ou dans le sud ou dans telle région du Mali et venez, on va venir avec vous. Bon. Alors, cette situation-là est d'autant plus inquiétante que les grandes institutions multilatérales, et vis-à-vis desquelles j'ai un immense respect. Pendant 8 ans, j'ai assumé des fonctions de responsabilité à la Banque mondiale. Je ne renie pas ça. C'est une institution prodigieuse en termes de capacité, de compétences, de capacité de mobiliser des ressources intellectuelles, etc. Mais en même temps, il y a une chose qu'elle ne sait pas faire, la Banque mondiale, c'est du développement rural au Sahel. Je suis désolé. Je sais bien, moi-même, j'étais un spécialiste de développement rural dans les années. J'ai commencé ma vie comme économiste rural dans les années 60 et 70. Et bien, ce que je peux vous dire, c'est que je n'irai pas chercher la Banque mondiale pour s'occuper de développement rural au Sahel. D'abord, elle a très peu de cadres francophones. Ensuite, elle s'est désintéressée de ces questions-là depuis les années 70, l'époque de McNamara. Et puis, c'est pas une région qui l'intéresse. Et puis, elle a globalement des modes d'intervention qui ne correspondent pas à ce qu'il faut faire dans cette région. Et ce qui me frappe, si vous voulez, c'est quand je regarde un peu la façon dont la France prend ces questions, c'est d'abord qu'elle n'a pas mesuré l'inadaptation des grandes institutions multilatérales, parce que je parle de la Banque mondiale un peu méchamment, mais je pourrais parler encore plus méchamment du Fonds européen de développement, hein, c'est encore pire. Eh bien, ce qui me paraît grave, c'est que je dirais, en dehors du ministère de la Défense, où les gens, il y a quand même des militaires qui prennent les choses au sérieux et qui s'inquiètent, hein, à juste titre, j'en rencontre régulièrement, eh bien, le reste des administrations sont quand même entrés dans le business as usual. Alors, donc, la situation est quand même très paradoxale, parce qu'en fin de compte, c'est encore la France qui a gardé une compétence technique sur les problèmes de développement sahélien, particulièrement de développement agricole, développement rural, grâce à, je dirais, à l'expérience historique de l'Agence française de développement, grâce au savoir-faire de ces instituts de recherche, l'IRD, le CIRAD, etc., qui travaillent dans ces régions depuis des décennies, grâce au savoir-faire accumulé par les ONG également depuis des décennies. Et donc, ce sont les gens qui ont la connaissance technique, qui n'ont pas les ressources, ce sont les gens qui ont les ressources, qui n'ont pas les compétences techniques. Alors, bon, moi, nous avons suggéré, Olivier Lafourcade, parce qu'on n'a pas fait ce papier pour critiquer simplement, on a fait des propositions aux administrations françaises, on a défendu ces propositions dans les cabinets ministériels, où on se fait gentiment recevoir, bon, parce qu'on nous aime bien. Eh bien, qu'est-ce que nous proposons? On propose d'abord qu'il faut négocier avec les institutions multilatérales l'usage qu'elles vont faire dans les années à venir des ressources qu'on met à leur disposition,
pour cibler ces ressources sur le Sahel, sur les régions difficiles, sur les régions en difficulté. Il faut le faire de façon extrêmement active. Ça implique une négociation. Et la meilleure façon pour faire ça, c'est de constituer, ce qui a été fait d'ailleurs en Afghanistan, avec un certain succès, ce qui est fait dans d'autres pays, ce qu'on appelle un fonds fiduciaire multibailleur. Alors c'est un grand mot, mais disons c'est quoi? C'est un pot dans lequel chacun met l'argent qui est destiné à un pays particulier, et même si possible à un secteur particulier. Et puis on se met d'accord là-dessus avec une structure de gouvernance qui associe des responsables du pays concerné et puis les différents responsables des agences d'aide. Ça permet, ça permettrait à la France de reprendre un peu le volant sur, l'affectation des ressources qui est confiée actuellement très imprudemment aux institutions internationales. Un tel fonds, d'ailleurs, pourrait très bien être géré par l'Agence française de développement, qui a une compétence en ce domaine. Ce que nous disons avec Olivier, c'est que cette négociation, elle n'est pas dans les habitudes de l'administration française. L'administration française se fait toujours très petite vis-à-vis des autres institutions multilatérales. On se demande d'ailleurs pourquoi. Je pourrais répondre à ça si on me pose la question. Mais elle est toujours très timide. Bon, elle parle très, très gentiment. Elle ne hausse jamais le ton. Or, en notre expérience d'ancien directeur à la Banque mondiale fait que nous, on avait l'habitude de se faire maltraiter par les Américains, les Britanniques, les Chinois même, de temps en temps, qui essayaient de nous faire faire ce qu'ils souhaitaient qu'on fasse. Donc, les seuls à être vraiment passifs et très gentils, trop gentils, c'était les Français. Et d'ailleurs, on rappelle que 93-94, dans la déflation du franc CFA, la France a aussi été très dure vis-à-vis de la Banque mondiale, puisqu'elle a fait sauter un directeur opérationnel qui ne faisait pas son boulot. Donc c'est vous dire que, historiquement, on a su parler difficilement. Bon. La même fermeté qui a été appliquée en 92, 93, 94 vis-à-vis de la Banque mondiale et du FMI par la France pourrait très bien être appliquée dans le cas des relations sur les pays. Alors, en termes de volume financier, moi, je considère qu'il faudrait mettre, en termes de volume additionnel d'aide sur le Mali, à peu près 1 milliard, 1,5 milliard d'euros de plus par an, sachant que jusque-là, le Mali digérait d'ailleurs plutôt mal 1 milliard de dollars d'aide qui disparaissait pour une bonne part dans les sables. Donc, si on veut faire un fonds fiduciaire, comme je propose, c'est-à-dire une espèce de casserole où chacun met son argent, il faudrait environ envisager des ressources de l'ordre de 500 millions de dollars par an, ce qui est tout à fait 500 millions d'euros par an, ce qui est tout à fait du domaine du réalisable par rapport aux masses financières qui sont disponibles dans les grandes institutions d'aide. Alors ça, pour que la France soit crédible, pour demander sa place, pour tenir le volant, il faudrait que la France mette 100 millions d'euros. Alors 100 millions d'euros, c'est quoi? C'est un centième de la PD qu'on affiche officiellement. Mais c'est 3% des montants qu'on met effectivement dans notre budget. Vous allez me dire, c'est quand même possible. Le problème, c'est que c'est tellement géré, verrouillé, bloqué de partout par des lobbies, par des engagements multiannuels, etc., que s'il n'y a pas un arbitrage au niveau le plus élevé, c'est-à-dire en gros au niveau du président de la République, je crois qu'on n'arrivera jamais à faire ça. Et si les autorités françaises vont balayer nos propositions avec un certain mépris, c'est parce qu'elles savaient très bien qu'ils n'avaient pas les 100 millions d'euros à mettre là-dedans, à moins d'arbitrages qui vont poser des tas de problèmes. Il faut dire que historiquement, il y a eu des arbitrages de ce genre-là. Sarkozy, il y a 4-5 ans, a dit la France qui a créé le fonds SIDA, eh bien, elle va tripler sa mise de fonds sur le fonds SIDA. Bon, décision du président de la République, tout le monde s'est mis en route et on a trouvé, comme par hasard, plus de 250 millions d'euros à mettre en plus sur le fonds SIDA. Ce qui fait qu'on met sur le fonds vertical SIDA beaucoup plus d'argent, presque 2 fois plus, qu'on met pour traiter les problèmes de développement dans leur ensemble sur les 20 pays les plus pauvres. Encore une aberration. Bon, alors, donc, je ne veux pas rentrer, si vous voulez, trop dans le détail dans tout ça, mais le grand message que je voudrais vous délivrer, c'est que ce n'est pas tellement les volumes globaux d'aide, encore qu'il faut quand même de l'argent, il ne faut pas plaisanter, mais c'est la façon dont elle est ciblée et la façon dont elle est gérée avec efficacité qui compte. Parce que une aide qui reste à l'état de promesse, c'est dramatique, parce que les gens, ils ne sont pas fous, ils lisent les journaux, ils entendent la radio, ils disent où est passé l'argent, et l'interprétation qu'ils en font, c'est nos dirigeants ont volé. Bon, c'est pas ça, c'est simplement que l'aide ne s'est pas matérialisée. Et puis, une aide gaspillée de façon stupide, comme c'est le cas aujourd'hui en Afghanistan, aujourd'hui depuis 4-5 ans, je veux dire, avec des montants hallucinants, bon, cette fois-ci, après ne pas avoir mis assez d'argent en aide en Afghanistan pendant 5-6 ans, maintenant on en met 3 fois trop.
eh bien ça a le même effet pernicieux sur l'économie locale que des recettes, que des ressources pétrolières mal gérées. À peu près, ça crée des effets macroéconomiques qui détruisent la compétitivité du pays. Donc je ne vais pas rentrer trop en détail dans tout ça. Mais disons quand même que quand je parlais du business as usual au niveau de nos braves bureaucraties, je termine, hein, je serai dans les 5 minutes, ne vous inquiétez pas. C'est que quand je parle du business as usual dans nos braves bureaucraties, je dirais des parlementaires qui m'aiment bien, qui m'auditionnent tous les ans, m'ont envoyé le premier projet de loi de finances sur le volet aide publique au développement à commenter, je dirais, avant tout le monde. Mais j'ai été quand même surpris de voir que ce document de 114 pages, je m'en souviens encore, qui venait de sortir, on était quand même en septembre 2013, ne mentionnait pas une fois le mot Sahel ni le mot Mali. Il faut quand même le faire. Bon. Alors, quand j'ai signalé ça à nos parlementaires, ils m'ont rappelé 2 mois plus tard pour me dire « Ah, la nouvelle version comporte 5 fois le mot Mali et le mot Sahel, mais c'est plutôt dans des notes parce qu'on n'a pas pris le temps de rédiger le document. » Bon. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut dans tout ça? Il va falloir s'occuper sérieusement, d'abord de créer et de renforcer techniquement une structure malienne de coordination de l'aide. Parce que dans tous ces pays déstructurés, on s'aperçoit que si les bailleurs de fonds agissent dans le plus grand désordre, eh bien, les pays aussi sont incapables de mettre de l'ordre dans le désordre des bailleurs de fonds. Donc là, il va falloir créer, de toutes pièces certainement, une structure de coordination de l'aide. Je peux vous dire que c'est un très gros travail. C'est un des sujets sur lesquels je travaille à Kinshasa depuis 2 ans, avec des progrès qui sont relativement mitigés, malgré la bonne volonté des autorités locales. Le pire, c'est que le Premier ministre a tapé du poing sur la table pour que les choses bougent, et on n'arrive pas à faire de progrès. Donc, et là, je voudrais simplement conclure. Attention, la guerre au Mali n'est pas encore terminée, même si elle doit se conduire sur d'autres fronts. Et il y a des grands progrès qui ont été accomplis dans des temps records en termes de sécurité, de restauration d'un pouvoir légitime, mais ce n'est que lorsque l'économie rurale, l'économie au sens large aura repris de façon vraiment très solide, aura décollé, que lorsque l'appareil d'État malien aura été consolidé très sérieusement, que là, on pourra considérer que les choses sont... Alors, il y a de l'argent qui est disponible pour faire tout ça. Les djihadistes ont perdu une bataille, c'est très clair, mais moi j'ai beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de la boucle du Niger entre Mopti et Gao, où le Moujao est toujours présent de façon très active. Et ce que je vois de ce que j'entends dire, c'est qu'ils se comportent exactement comme se comportaient les talibans dans les années 2004-2005 en Afghanistan. Ils se marient avec les filles du coin, ils distribuent de l'argent à tout va, ils montent des petites actions sociales, et puis tôt ou tard, si on n'y paie pas bon ordre, il va commencer à descendre les responsables locaux, les cadres traditionnels et les cadres de l'administration qui le gênent. Donc il faut faire très très attention. Il est urgent d'aider le Mali à consolider son appareil d'État parce que seule une armée malienne rénovée, une gendarmerie solide, une administration territoriale qui connaît son métier et une justice intègre, dans le cadre d'une économie florissante, permettront de faire face à ces défis. Et ce n'est pas la France qui peut espérer se mettre en première ligne pour se substituer à un appareil d'État vermoulu, parce qu'en tant qu'ancienne puissance coloniale, elle va directement au désastre. C'est le type de guerre qu'on ne peut pas gagner. Alors donc attention, la guerre au Mali n'est pas gagnée, loin de là. Et rappelons-nous que le cas du Mali, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg qui est absolument considérable. Cette zone, je dirais, qui est quand même en grande difficulté, il y aura 200 millions d'habitants en 2050. Et je dirais, à moins qu'on y porte remède très très rapidement, on n'aura que des difficultés et que des ennuis. Voilà, j'ai dépassé, je pense, de 3 minutes mon temps. Merci, M. Mikhaëlov. Donc,